là, vous êtes en mode journaliste. Puis en fait, c'est ce qui est cool avec ce que vous faites, c'est que si après vous allez travailler dans une chaîne, dans un gros média, ça c'est votre carte de vie. Laisse-moi juste une chance pour prouver que mon amour peut te sauver. Tu te salis pour lever. Tu te remousses sur une barre et tous les hommes dans ce bar à pur sortent ton corps comme un trophée. Tristesse sur ton visage, je vois quand tu côtoies plus âgés qui veulent te sauter. Mais dis-moi, aimerais-tu pas une vie plus vraie? Je te propose d'être une reine à mes côtés. Tu te fais payer juste pour que tu bouges ton corps. Tu donnes du caviar à monsieur le porc. Mon cœur est plus froid qu'en hiver dehors. Mais pour toi, je sens que je peux inverser le décor. J'ai des surnoms pour toi, genre ma baby mama. Plus personne te demandera comment t'es Yamas. Je te regarde et je consomme mon tabac. En même temps, j'imagine tes mains qui me massent. C'est pas grave. Slow down. Ok. Bon bah, bienvenue sur Views, la team Views. Hein. Donc aujourd'hui encore nouveau concept. Donc là, je suis accompagné de quelqu'un de très très important et je suis en tag avec le frère aujourd'hui en collaboration avec le frère Lee. Donc vous allez souvent nous voir switcher dans les chaînes des autres, etc. Donc enfin l'un dans l'autre. Donc no homo bien évidemment. Donc voilà. Donc du coup on va enchaîner avec le sujet d'aujourd'hui. C'est du coup comment en fait monter sa start-up. Parce que là aujourd'hui on avait quelqu'un de très ancré dans le milieu. Pour vous faire un petit CV, donc c'est le cofondateur de Dear Musli, Dikom Bakang, qui est avec nous aujourd'hui. Si vous les suivez depuis 2014, ils ont fait pas mal de choses, notamment un magazine, Dear Journal, qui va voir le jour bientôt aussi. Et là, ils sont à la tête du coup d'une entreprise de Musli. Et sans plus attendre, je vais te laisser bien introduire le concept pour nos internautes. Ok, alors je suis le cofondateur de Dear Musli. On existe depuis 2014-2015 et en gros on fait du muesli personnalisé sur mesure en fonction des objectifs des gens, en fonction de leurs goûts et de leurs besoins. Et en gros on vend ça sur internet, on vend aussi en magasin des recettes standards et principalement notre but c'est de vendre sur internet et de rendre la nutrition personnalisée accessible à tous. Parce qu'aujourd'hui, on a tous des besoins différents. Par exemple, vous deux, vous n'aurez pas les mêmes besoins. Même si vous êtes potes et vous vivez la même vie, vous n'aurez pas les mêmes besoins parce que votre corps a des besoins différents. Et vous digérez la nourriture d'une façon différente. Donc, vous avez besoin d'une nutrition qui soit personnalisée. On tend de plus en plus vers ça. Et voilà, donc là, on lance ce qu'on appelle DM+. Du coup, c'est notre nouveau module. Et voilà, aujourd'hui, on est 14. Chez Dear Musli et voilà, on charbonne. L'ensemble de l'équipe, vous êtes 14 personnes. Ouais. Donc c'est pour juste faire un rappel aussi. Donc, j'aimerais aussi que tu élabores un peu plus dessus. Là par exemple, bon, les gens ils ne le savent pas. Ils te voient maintenant ici dans ces locaux, mais ils ne le savent pas. Ils savent pas. Vous avez commencé avec 700 €. Moi je suis au courant de l'histoire. Donc est-ce que tu peux développer un peu Ouais, bien sûr. Alors on a commencé. Alors nous avant on travaillait après nos études, on a travaillé chez Abercrombie & Fitch. Pendant nos études, pardon, c'est là où on s'est rencontrés avec Sylvain. Mais on travaillait après en stage, etc. Et on n'avait pas d'économie. On n'a pas mis d'économie. En fait, on ne gagnait pas assez d'argent pour faire des économies. Quand tu es en job étudiant, et ben, tu es payé. Moi à l'époque, job étudiant, quand j'étais encore étudiant et tout, j'étais payé 400 balles. Que je faisais 10 heures par semaine. Ensuite, j'ai fait mes stages de fin d'études et tout. Et où j'étais payé 600 balles, donc presque rien. Et ensuite, à la fin de mon stage de fin d'études, de mon deuxième stage de fin d'études, on me propose un CDD que je refuse parce qu'en fait, le fait d'être à 100% dans un taf, ça faisait que je ne pouvais pas me concentrer sur mon business que je voulais lancer. Donc c'était un choix. Soit tu fais full time pour une boîte et du coup ton business à toi, forcément, tu vas pas, il est cool. Soit tu décides d'être humble et de se dire je vais redescendre, je vais aller me chercher un petit job qui me permet de réfléchir à autre chose, donc vendeur, machin, en temps partiel, comme ça tu as le temps de travailler sur ta boîte et le temps de travailler sur ton truc qui fait de l'argent, etc. Et
Et voilà, mais ça paye pas beaucoup. Ça me payait, moi, par mois, ça me faisait genre 800 balles, tu vois. 800 balles, et donc tous les trois, on avait pris un job comme ça. Ouais. Parce qu'on s'est Et dit... c'est- Ouais. sans te couper, c'est que c'est super important ce que tu dis là, parce Ouais. que la plupart des gens, justement, il manque, je trouve, enfin, moi je trouve, hein, les personnes qui m'entourent et qui sont aussi dans la même pensée, c'est qu'ils manquent de patience Ouais. et qui se disent qu'en fait, ils voient en fait que voient la le résultat, finalité, ouais, le c'est résultat, ça. la finalité, mais tu vois pas tout ce qu'il y a derrière. Ça, Et le fait que tu dises que justement tu as pris le temps de réfléchir, pouvoir te dire que on va prendre notre temps, on va peut-être pas trouver un taf qui me permette de pouvoir mettre beaucoup de côté, mais peut-être faire quelque chose qui permette déjà de vivre, tu vois, parce que c'est la base, tu vois. De toucher moins et ensuite développer ton truc à côté, moi je pense que c'est une bonne mentalité. tu vois. c'est très important en Ouais, fait. c'est super important. C'est nous on regardait des séries quand on était petit, enfin pas petit quoi, qui s'appelle How to Make It in America. Ouais. Cette série-là, La elle base. nous a- ça c'est la base, tu vois. Et c'est une série, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux mecs qui n'ont pas d'argent et qui décident de se lancer dans une marque de t-shirt. Et les mecs, on les voit, ils travaillent jusqu'à pas d'heure, ils vont chercher des trucs super loin et ils reviennent. Et en fait, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que ça, c'est la galère du quotidien, surtout au début. Et donc nous, en regardant, nous on regarde vachement de trucs américains, un peu les trucs, les télé-réalités pour les start-upers. Je sais pas si il y a plein de trucs comme ça où en fait on voit les mecs à leur début. À leur début, quand ils vont chercher 3 tonnes de je sais pas quoi quelque part, ils vont chercher leur vin, plein de trucs comme ça. Ouais. Et en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'était qu'il fallait qu'on mette notre ego de côté. Parce que ce que les gens voient, c'est le haut de l'iceberg. Ouais. Tu vois, c'est comme le Titanic, c'est t'as le haut. Mais tout ce qu'ils voient pas, c'est la masse de travail et les sacrifices qu'il faut faire. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est la finalité, le bling bling, les likes, les followers, comment avoir plus de followers, ils vont se dire. Faut que tu travailles, mec. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas overnight. Les overnight, c'est souvent, il y a une citation qui dit ça prend 10 ans à quelqu'un d'être un overnight success. Donc ça prend 10 ans à quelqu'un d'être un succès du jour au lendemain. Donc quand les gens ils disent ah putain, il y a un nouveau gars là qui marche bien, regarde, le mec ça fait 10 piges qu'il travaille sur son truc, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, et il y a beaucoup de gens qui pensent que il faut ça arrive comme ça. En fait, c'est grave du taf. Et nous, on a là pour passer à la télévision dans le journal ou dans je sais pas quoi, ça faisait 2 ans qu'on charbonnait. Et donc les gens ils nous découvrent, mais il y a eu du travail avant. Et donc voilà, c'est pour les 700 €, c'est tout ce qu'on avait. Donc à 3, parce qu'il fallait bien vivre aussi à côté, on a mis 700 € pour créer un muesli, c'est-à-dire acheter la matière première. Donc on achetait un petit peu de première, on allait dans les magasins, on achetait les trucs, et avec ça on pouvait transformer. Donc on faisait ça, on faisait des petits paquets, et après on les vendait. Du coup, j'ai rebondir dessus. Du coup, pourquoi le muesli? Pourquoi pas autre chose en fait? En fait, le muesli, en fait, nous, donc j'ai monté dire muesli avec mon frère et Sylvain. Et en fait, depuis qu'on est petit, on mange du muesli. On mange du muesli, on mange du Quaker. Voilà, on mange tous ces produits-là. On en mange quand on fait le Quaker, quand on fait le porridge, c'est fait maison et tout, machin. Et on s'est rendu compte, quand on a dû commencer à l'acheter, parce qu'on n'a plus le temps de le faire nous-mêmes, on s'est rendu compte que, au bout d'un moment, il faut l'acheter. Et quand tu l'achètes, c'est pas comme toi tu as l'habitude de le faire. C'est pas pareil. Et après tu te dis, mais en fait, moi j'aime créer des marques. Tu vois. J'aime la création. Donc je regarde un peu comment communiquent les marques dans le monde des céréales, et je me dis, tout ce qu'ils font, c'est tout pourri. Chaque fois, en fait, si je regarde, c'est ça. Si je regarde les marques aujourd'hui, même encore aujourd'hui, en France, les grandes marques, même les plus petites, qui font des trucs, je me reconnais pas. Tu vois ce que je veux dire? Je me reconnais pas dans ce qu'ils font. Les marques minceurs, c'était toujours, les marques un peu saines, c'est toujours la meuf comme ça, qui passe entre deux voitures, elle est blonde ou brune, elle a l'air d'habiter dans les beaux quartiers, machin. Et genre, il n'y a que elle qui mange du muesli, tu vois. Les mecs, ils en mangent pas. Et moi, faut montrer aux gens que les hommes, ils mangent beaucoup de muesli aussi, et surtout les sportifs et tout.
mais qui vont pas forcément faire une photo et mettre ça sur Instagram, tu vois. Mais eux aussi, ils en mangent, ils achètent. Et donc, on s'est dit, nous, on va montrer que les mecs mangent du muesli en se mettant en avant. Voilà, nous, on mange du muesli, voilà. Tu vois. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer le muesli. D'accord, ok. Donc tout était dans la présentation. Quoi. Ouais, tu vois, c'est ça. Ok. Bah, du coup, après, pour donner quelques buts aux internautes, parce qu'il y a vraiment la grosse masse qui est ignorante. Et aujourd'hui, c'est vraiment un honneur vraiment pour nous d'être là face à toi aujourd'hui. Parce que moi, personnellement, je te l'ai dit en off, depuis votre naissance, moi, je suis là. Donc, moi, je vous suis depuis le début. Et du coup, par exemple, pour quelqu'un qui aimerait se lancer avec un ami ou avec une connaissance, ou voilà, quelles sont les pistes ou quelles sont les bases que tu pourrais lui donner? Je veux par exemple te poser une première question. Est-ce que c'est sain de travailler avec sa famille? Comment tu fais par exemple pour travailler avec ton frère? Parce que ça, c'est beaucoup de choses qu'on voit où les liens familiaux sont plus forts que tout, mais ça a du mal à se développer parce qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Comment toi tu as fait? Quel a été le cheminement en fait? Le cheminement, nous, on a commencé, on était 3 directement. Et donc mon frère Sylvain et moi, en fait avec mon frère on est très complémentaires, donc il n'y a pas eu de réel, il n'y a pas eu de soucis parce que en fait on a la même vision. Après c'est juste des fois le chemin pour y arriver qui peut être un petit peu différent, etc. Mais il n'y a pas eu de soucis, c'est pas forcément facile pour toutes les familles, pour tous les frères et sœurs, mais si vous êtes au clair dès le début que vous avez la même vision, vous êtes au clair sur la façon de communiquer aussi. La façon de communiquer doit être établie avant. C'est voilà, quand on communique, c'est comme ça, on se dit qu'on fait ça, on se crie pas dessus. Personne ne s'énerve. Si on est énervé, s'il y a un débat à avoir, comme on est 3, 2 sont pas d'accord, il y en a un qui tranche. Tu vois, tous ces trucs-là, ça permet d'éviter tous les problèmes. Si on a... Justement, quand vous serez confronté à ce genre de problème, vous savez déjà que la manière dont en fait, vous allez gérer. Exactement. Si la majorité est partante pour un truc, normalement, dans la plupart des cas, on y va. Après, il se peut que les 2 personnes qui veulent aller quelque part se trompent. Donc il y a des fois tu auras un peu de résistance en disant ok, prenons-en quelqu'un d'autre. Tu vois. Mais le but c'est qu'il n'y ait aucune animosité, surtout parce que c'est la famille. Si par exemple ta boîte elle se crache, à la fin t'as encore ta famille. Donc les rapports doivent être vraiment diplomates. Tu vois. C'est la famille. Après, c'est le business, vous avez un contrat. En fait, quand tu crées ta boîte, tu as des statuts. Et donc, tu as un contrat. Moi, j'ai un contrat avec mon frère, j'ai un contrat avec avec Sylvain. Mais du coup, vous avez choisi quel statut justement pour le début? Alors, au tout début, je me suis mis en auto-entrepreneur. Parce qu'en fait, ça sert à rien de créer une boîte si tu n'as pas de business. Si tu dis, je crée ma boîte, est-ce que tu as des clients? Est-ce que tu as réussi à vendre un truc? Si t'as pas, tant que tu n'as pas atteint un seuil critique où tu dis je peux plus être auto-entrepreneur, il faut que je passe à un autre truc, crée pas de boîte. C'est d'ailleurs ce qu'ils te proposent. Au niveau de l'État, ils ont dit quand tu franchis le seuil, on va te conseiller de changer de statut. Mais il y en a, ils vont dire tu sais, c'est un peu de l'ego. Je crée ma boîte, je veux mes statuts, dire je vais mettre sur LinkedIn chef d'entreprise. Mais c'est pour te faire allumer. CEO, tu vois, ça sert à rien. Déjà, si t'as une boîte et que t'as pas de clients, pour l'instant c'est un hobby. S'il n'y a pas d'argent qui rentre, c'est un hobby, c'est pas un business. C'est ça. Tu vois. Et donc nous on était auto-entrepreneurs, donc du coup on faisait les commandes comme ça. Et au fur et à mesure on s'est dit ok, là on commence à avoir des clients, on a commencé à vendre chez Colette. Tu vois, on s'est dit ok, là on va créer la société parce que là maintenant ça y est, on peut le faire. Du coup, on a créé. Tu vois, c'était vraiment par étapes. Et le problème que beaucoup de gens ont, c'est que ils veulent. En fait, s'ils n'ont pas d'argent, imaginons, ils n'ont pas d'argent, mais ils veulent agir dans leur tête comme si ils avaient
de l'argent ou comme s'ils en avaient besoin. Au début, tu n'as pas de business, tu n'as pas besoin d'argent. Au début, ça dépend de ton domaine d'activité. Si tu fais une application, si tu ne sais pas coder, bah, tu vas besoin de quelqu'un qui code. Donc au lieu de te dire ah putain il faut que je prenne un mec qui sait coder mais il faut le payer cher, bah essaye de t'associer avec lui. Prends un cofondateur au lieu de payer un mec si tu n'as pas d'argent. Tu vois. Essaye de trouver un mec qui va faire l'équipe avec toi. Et il sera, lui, bon dans le développement, du coup, vous n'aurez pas forcément à payer quelqu'un. Tu vois, c'est des trucs comme ça que les gens auxquels ils ne réfléchissent pas forcément. Parce que après, tu as aussi des gens qui travaillent, parce qu'il n'y a pas que les étudiants qui sortent d'école et qui vont créer leur boîte, tu as aussi ceux qui sont en entreprise depuis... là, votre audience, ils sont plutôt jeunes. Ouais. Mais c'est pour dire... vous avez aussi des gens qui ont 40-45 ans, qui font des burn-out dans leur taf, ou ils en ont marre, et ils veulent créer leur boîte. Mais la boîte dans laquelle ils ont travaillé pendant toutes ces années, c'est une grosse boîte. Ils n'ont pas du tout la même façon de penser. Et du coup, ils vont venir... c'est ça, ils vont essayer de créer leur boîte avec... Le calque de la boîte. C'est ça, en calquant ce qu'ils ont connu pendant 10-15 ans avec des process de fou, etc. Du coup, ça va se casser la gueule. Parce que ils n'ont pas été rapides. Ils ont voulu avoir les trucs parfaits, sortir un produit parfait, donc ils vont mettre 1 an. Alors que d'autres vont créer ce qu'on appelle un produit minimum viable, un truc qui tient un peu à la route et qui se vend, exactement, qui évolue avec la critique. Et du coup, il y a cette façon de penser qui est voilà, aussi à changer un petit peu. Il y a du bien et il y a du moins bien. Le moins bien, c'est que ça prend beaucoup trop de temps après à ces personnes-là. Et ils commencent à dire il faut de l'argent, il faut que je puisse me payer directement parce que j'ai des enfants. Tu vois, il y a aussi ça. Tu vois. Moi, je me rappelle à l'époque, on me disait pourquoi tu travailles pas avant de créer ta boîte, tu vois. Travaille un peu et tout, machin. Je lui dis, mais moi, sans dénigrer, il fallait que je crée ma boîte avant d'avoir des enfants. Parce que le meilleur moment pour créer ta boîte, en vrai, c'est quand tu n'as aucune responsabilité. C'est quand tu peux rater et recommencer et re-rater. Tu vois. Quand tu commences à avoir une famille, des enfants pour qui il faut que tu payes la fac et tout, machin, c'est plus compliqué. Tu vois. C'est ça. Exactement. C'est ça l'idée. Et c'est justement le conseil que, je sais plus c'est qui disait ça, mais qui disait justement que la période dans laquelle tu n'as pas de responsabilité ou tu es le plus jeune, il faut que tu rates, tu vois. C'est ça, il faut que tu essayes. Tant que tu as la possibilité de pouvoir rater, tu rates, tu vois, parce que tu n'as rien à perdre au final, même si, vas-y, t'es chez tes parents ou quoi que ce soit, mais tu n'as pas vraiment de responsabilité et de charge, donc il faut tenter le maximum de choses possibles, ce qui va te permettre aussi de pouvoir t'orienter, tu vas choisir ce qui te plaît ou pas, tu vois. Mais ça, tu vois, donc c'est quand tu es étudiant, ça, tu vois, mais ça, les gens qui sont étudiants, ils ont envie de faire la fête. Ils ont envie d'aller en boîte le week-end, partir en Erasmus, faire les trucs, se réveiller à pas d'heure, bosser, faire un petit peu de thune, machin, ou même pas juste sortir, claquer la thune. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire là c'est le moment pour moi d'essayer de créer un truc, tu vois. Ceux qui le font à 25 ans, ils sont déjà bien, tu vois. T'as ce que je veux dire. Mais il faut avoir cette mentalité. Et tu penses que cette mentalité, elle vient nous inculquer de l'extérieur ou il faut que ça vienne de nous? Cette mentalité, en fait aujourd'hui, on a tellement de ressources, on a tellement de contenu accessible sur YouTube. T'as des exemples, t'as des séminaires, t'as des gens qui te disent voilà, le meilleur moment pour entreprendre c'est maintenant. Mais après, il faut que toi, en tant que personne, tu saches ce que tu as envie de faire. Et quand tu es étudiant, c'est le moment où tu sais pas ce que tu veux faire. Tu vois. Alors, est-ce que c'est pas aussi devenu une histoire de trend parce que tout le monde veut faire genre hustle, ouais, il y a c'est devenu tellement une trend que je pense aussi que les jeunes ils prennent plus conscience de c'est quoi le vrai travail en fait. Pour moi, le côté hustle, c'est un mal pour un bien. Parce que au final, ça veut dire qu'ils vont quand même essayer. On a beau dire ce qu'on veut, dire ouais, le mec il va se la raconter, il a fait 2-3 trucs qui marchent à peine, machin. Ouais, mais au moins, dans la mentalité, c'est j'essaye. Et une personne qui essaye, elle ira toujours plus loin qu'une personne qui essaye pas. C'est ce que je veux dire. Donc, pour moi, même si c'est pour faire genre, c'est toujours positif, c'est toujours la mentalité du do it yourself. Et si ça marche pas, tu tentes de faire un autre truc après. Si ça marche,
t'auras bien fait d'essayer, tu vois. D'essayer, c'est vraiment ça, tu vois. Parce que il y a dans certains milieux, quand une personne va essayer de faire un truc, qui va un peu en parler, les autres ils vont dire ouais mais ça marchera jamais. Tu vois, il y a souvent il y a toujours des gens qui vont dire mais ça marchera jamais sur le truc, tu vois. Et ensuite, quand tu vois que ça commence à avoir un peu de traction, c'est là qu'ils disent ah c'est cool ce que tu fais, j'aimerais bien faire un truc, ça te dit de venir là, ça te dit de faire un truc avec nous, etc. Mais si toi au début quand on te parle du projet, t'es même pas capable de soutenir, même avec les mots, on ne demande pas de donner de l'argent, mais avec les mots. Mais par contre, toi, tu vas aller soutenir la marque de Rihanna, qui a déjà des millions de dollars pour son truc, tu vois. Il y a cette mentalité-là aussi. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que les gens... moi, je dis souvent aux gens, attendez pas la validation de vos amis, surtout pas de vos amis, pour faire quelque chose. Parce que vos amis, ils y connaissent rien à ce que vous avez envie de faire. Vous êtes au même statut, vous êtes au même... Ils y connaissent rien, ils peuvent se donner des conseils qui sont plutôt pertinents des fois, mais au final, est-ce que ton pote il s'est lancé? Non, il n'a pas l'expérience de ça. Donc, est-ce que même est-ce que ta mère, parce que quand tu dis que tu vas entreprendre, il y a ta mère qui va dire ouais mais trouve un vrai job et tout. Si tu parles d'un projet qu'elle connaît pas, on parlait tout à l'heure, on disait que nos parents, par rapport à nous, il y a un monde qui nous sépare en termes de connaissances, en termes de réseaux sociaux, en termes de nouveaux business, etc. Nos parents, ils peuvent ne pas comprendre, surtout s'ils sont pas dans le digital, etc. Ils peuvent ne pas comprendre, ils comprennent pas comment un média peut monétiser, etc. Ils comprennent pas. Donc là, ils vont dire, putain, mais tu as un truc sur YouTube, pourquoi tu fais ça? Tu vois ce que je veux dire? Et les parents, c'est pas forcément les meilleures personnes qu'il faudrait écouter quand tu te lances, tu vois. Moi, ma mère, je lui en ai parlé un petit peu. Au début, en fait, je lui en ai parlé, pas forcément au début, je lui en ai parlé quand elle a commencé à avoir des relations. Et donc elle me disait, ah oui, bah, c'est bien, mais quand elle commençait à voir qu'on commençait vraiment à travailler, qu'on rentrait tard et tout, elle commençait à dire, vous travaillez beaucoup, les gars, ça va. Et quand elle a commencé à avoir des parutions dans 20 minutes dans la presse, elle a commencé à dire, ah ok, bah là les gars, continuez comme ça, je vois ce que vous faites, c'est cool, je suis fier et tout, continuez comme ça. C'est ce que j'allais te dire. D'ailleurs, je tiens à préciser à mes internautes, ça c'est une anecdote que je te donne, mais le jour où j'ai vu ça, j'ai sauté comme si c'était moi. C'est le jour où ils ont paru dans Forbes. Ah ouais. Quand j'ai vu ça, parce que moi je l'ai su depuis le début, tu vois. C'est comme si c'est toi qui étais là. J'ai fait putain, Forbes, j'ai sauté, j'étais content pour eux. Forbes, c'est cool. Ils se connaissaient pas, tu vois. Mais en fait, tu sais surtout l'idée de prendre un truc comme le muesli et d'emmener au niveau où ils l'ont fait. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, en fait. Voilà, et encore, ils sont au début. Tu vois, quand je discute avec lui, il me dit, gars, on a que commencé. Je dis, toi, t'es déjà sur la lune. Et il dit, non, nous, on vise l'espace maintenant, tu vois. Mais c'est ça, c'est même au niveau, tu vois, je parlais de l'entrepreneuriat en général, entreprendre, pas forcément start-up, mais tous les business ne sont pas des start-up, tu vois. Et donc, entreprendre en général, en fait, nous en France, en fait, plus tu évolues dans le milieu des start-up, plus tu vois un peu des investisseurs, des fonds d'investissement, etc. Après, tu as la différence entre les investisseurs, les fonds d'investissement et les banques. C'est pas pareil. Mais en fait, c'est quelle est ton ambition avec ce produit-là? Imaginons que tu fais des cactus, tu vois. Tu fais des cactus. Quelle est ton ambition? Est-ce que c'est de vendre un petit peu à droite à gauche? Ou est-ce que c'est d'être le leader en France? Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, quand tu dis avec un produit comme un cactus, quand tu dis, ou alors des pots en fleurs, quand tu dis ouais, je vais être le leader en France, tu dis ça à tes amis, ils vont dire mais tu vas pas être le leader en France. Tu vois, ils veulent te mettre des barrières directement. Ça, parce qu'en fait, parce qu'ils disent que vous n'avez pas la même vision. Parce que vous n'avez pas la même vision. Parce que eux ils disent ouais mais il y a les énormes là machin, vous ne pourrez jamais les battre. Mais ma volonté c'est d'être quand même le leader en France. Si t'as pas la mentalité de vouloir être au-dessus, et bah forcément tu vas dire bah voilà, moi je vais essayer de faire mon business là que dans le quartier, voilà. Après bah vas-y, t'es un boulanger, bah c'est bien. T'es un boulanger, c'est un entrepreneur aussi. Mais le boulanger, il n'a pas forcément vocation à scaler.
tu vois, à faire du volume et à se dire, vas-y, j'ouvre une boulangerie là, mais dans 5 ans, j'en ai 15. Tu vois, même dans 2 ans, j'en ai 15, machin, et je partout en France, après, dans d'autres pays, tu vois. Le boulanger, il va dire, j'ai ma petite rue, j'ai mon revenu qui revient chaque mois. Peut-être en ouvrir une deuxième au bout de 10 ans. Voilà, ma deuxième boulangerie, machin, mais c'est trop de travail peut-être, voilà, je suis bien, je suis avec ma femme. Tu sais, t'as deux mentalités. Moi, ma mentalité, c'est l'autre, c'est de dire, bah voilà, si je veux une boulangerie, bah, je veux être la référence de boulangerie, je veux être Kaiser, tu vois. Donc, Kaiser, voilà, si je veux ça, bah, je veux mon objectif, c'est au moins d'être ça, tu vois. Moi, j'ai la même mentalité que toi, parce que, shout out à mon équipe, mais Views, ça a commencé dans mon salon. Voilà, ça a commencé dans le salon. Et voilà, là, aujourd'hui, c'est un plaisir de te voir aujourd'hui, parce qu'on a tenu le taureau par les cornes. Du coup, j'aimerais aussi que tu éclaires un peu nos internautes. Du coup, la levée de fonds de l'an dernier, où vous avez pu lever, par exemple, 500 000 euros. Comment, bon, pas donner le process total parce qu'il y a la concu, mais quel est le cheminement? Parce que voilà, c'est là où j'allais en venir. Par exemple, là, vous avez collaboré avec L'Oréal, si je ne m'abuse. Avec L'Oréal, Je sais plus, L'Oréal, Fila, non? on a collaboré avec tellement de marques. Ouais. L'Oréal, on a fait des trucs avec eux, mais c'était on a bossé avec Nike plus. On a fait des trucs avec Sephora, on a fait des trucs avec je sais pas, plein de marques. Ouais. Après moi, je trouve que oui, cette crédibilité-là, je pense que c'est ça qui vous a aussi permis de lever les fonds. Mais c'est là où j'allais voir avec toi, c'est au niveau du cheminement en fait. Comment une marque de moussi va collaborer avec Nike? C'était dans quel cadre? C'est ça que j'aimerais un peu comprendre. Alors, quelle image tu dégages? D'accord. En gros, c'est qu'est-ce que tu renvoies aux gens? Ouais. Est-ce que les gens peuvent s'identifier à toi quand ils te voient en tant que personne qui gère une marque, etc. Et Nike, on a bossé avec eux parce que on était des gens derrière une marque. Tu vois, donc on nous identifie nous aussi physiquement. Et on fait du sport, on court aussi. Nous c'était avec Nike Running, tu vois, et on est voilà un peu hip-hop. Donc voilà, il y avait quand même une corrélation qui fait qu'on peut être on peut faire un petit dash chez Louis Vuitton qu'on avait fait la dernière fois et faire un petit déj, faire un truc avec Nike. Faire qu'est-ce qu'on avait fait? On avait filé des trucs à Yard, on a filé des paquets. Tu vois, parce que nous, avant tout, on est des personnes. Donc, quelles sont les affinités qu'on a avec les marques? D'accord. Moi, j'ai des affinités personnelles avec les marques. J'aime bien telle marque, j'aime bien telle marque, j'aime bien telle marque. Voilà, tu vois, c'est plutôt comme ça. Et en fait, ce qui a fait quand on a enclenché la levée de fonds, on avait déjà 2 ans d'existence. Ouais. Donc, ça veut dire que par exemple les investisseurs, ce qu'ils regardent, c'est ton potentiel, la viabilité, ton potentiel, la taille du marché et comment tu vas faire pour être unique dans ce marché et après ils regardent comment ils vont pouvoir se faire de l'argent. Donc quand tu vas aller te faire racheter, en fait, ton potentiel, en fait, ton capital sexy. En gros, branding, quoi. C'est ça, ton branding, ton chiffre d'affaires, pour nous, par rapport à la production ou à la technologie que tu apportes. Nous, on fait du sur-mesure, donc il y a un algorithme et tout, machin. Donc ça, personne ne sait le faire aujourd'hui à part nous. Du coup, eux, ils se disent, ok, sans entrer dans les détails, mais si j'investis chez eux, parce qu'un investisseur met de l'argent pour avoir un retour, faire x5, x10, machin. Il dit, si j'investis dans ce business-là, qui peut les racheter, tu vois? Si moi je vais investir chez Views, je me dis qui peut les racheter? Est-ce que c'est MTV? Est-ce que c'est BET? Est-ce que c'est machin? Qui peut vous racheter? Et quand vous allez être racheté, donc vous allez vendre toutes vos parts, moi j'ai des parts dans votre boîte, donc quel argent je vais avoir? Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est comme ça que les gens le pensent en général. Donc c'est soit tu revends ta boîte, soit tu rentres en bourse. Donc, tu vois, donc nous on avait déjà du vécu, si je puis dire. On avait 2 ans, on était tout jeunes. Et du coup on a quand tu veux lever des fonds, tu fais une présentation. Donc t'as ce qu'on appelle un deck. C'est un PowerPoint un peu sexy. En fait, il faut que
ton PowerPoint que tu présentes, vous vous rappelez des PowerPoint à Ouais, l'école et tout, ouais. ça sert. Ouais. Ton PowerPoint, il faut que ce soit ton Instagram, mais avec des chiffres clés. D'accord. Donc les chiffres clés, c'est le niveau de croissance, combien de followers sur les réseaux sociaux, Comment tu capitalises dessus. exactement, etc. et aussi ton business plan, là, Ouais. pour le coup, en résumé sur 3, 4, 5 ans. Ouais. En gros, ils veulent savoir quelle est ta vision, Mhm. comment tu vas faire pour y arriver, Mhm. et où tu te vois dans les prochaines années, voilà, toute l'activation, Ouais. combien ça te coûte d'acquérir un client, Mhm. tu vois. Ah oui, Tu vois, ça, tous ces ça, trucs-là. ouais, Alors toi, par exemple, si y a un mec qui commande sur notre site, Mhm. combien ça nous a coûté de l'avoir. D'accord. Tu vois, si par exemple ton client il débourse 20 balles sur ton site, ça fait 100 balles pour l'avoir ça t'a coûté 100 balles, Ouais. et là il y a un problème, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Donc c'est tous ces trucs-là qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça que en général, ça dépend du business, encore une fois, ça dépend aussi des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont assez connectés et qui ont, tu vois, peut-être des amis qui connaissent des investisseurs, etc. Mais c'est pas mal d'avoir déjà des choses à montrer quand tu veux lever des fonds. Tu vois, Ouais. Tu vois, après, justement, tu as les gens qui ont créé des applications. Ouais. Tu sais, il y en a plein, s'il y a des gens qui regardent et qui veulent faire des applications, les applications mobiles, ça génère pas d'argent. Ouais. Parce que c'est, par exemple, c'est un truc, l'application c'est utile, mais ça ne génère pas d'argent. Et donc en gros, les chiffres qu'il faut que tu montres, c'est ton nombre de téléchargements. Ouais. C'est ça. Combien de personnes téléchargent, etc. Et ensuite, qui va racheter. Par exemple, il y a eu ce gros truc là. Il y a eu, vous avez vu que Snapchat, ils avaient racheté une boîte qui s'appelait, j'ai oublié, une boîte qui faisait de la géolocalisation pendant les festivals. Ah, oui, J'ai entendu parler de ça aussi, mais. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Et ils l'ont racheté. Alors qu'eux, ils généraient pas d'argent. Ils avaient juste des gens qui venaient et le produit était. Il venait bien en complément de leur. De Snapchat. Donc ils ont dit, bah en fait, c'est comme Facebook. Hein. Facebook, beaucoup de leurs nouvelles fonctionnalités, c'est des achats de start-up. Ouais. Donc en Ouais, gros, c'est ça. ils vont voir, oh, il y en a qui font de la 3D ou du changement de visage, Ouais. machin, ben on va acheter la boîte, on va enlever le nom et on va mettre ça c'est Facebook. Ouais. Tu vois. C'est comme aussi, hier justement, je regardais le reportage de Zone Interdite avec Twitch. Ouais. Ouais, Twitch, ouais. C'était exactement comme ça. En fait. Ouais, c'est ça. Comme ça. De base, eux, ils généraient pas d'argent, c'était juste ils se filmaient en train de jouer. Ouais. Et au final. Ouais, parce que ce que j'essaie de comprendre aussi, c'est que, enfin, ce que je veux montrer surtout aux internautes, c'est que bah, nous aujourd'hui, quand on entreprend, il y a quelque chose qui se vend aujourd'hui qui n'est plus de l'ordre que du matériel. Il y a un commerce de l'information. Ouais. Et le commerce de l'information, c'est le plus lucratif actuellement dans le monde, tu vois. Et c'est ton apport, en fait, du coup, ce que tu expliques là depuis tout à l'heure, je pense que ça va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes, tu vois. Parce que prendre un muesli et l'emmener où tu vas, et tu leur montres tous les avenues que tu fais, parce que bah, tu as le petit jeune qui est chez lui, il va regarder, il va te voir avec Nike, il va te dire, mais comment tu peux faire un muesli avec Nike? Bah oui, Tu vois, en fait, ta seule limite, c'est ta créativité. C'est qu'est-ce que tu as envie d'en faire. Est-ce que tu as envie d'être, tu vois, est-ce que tu as envie d'être la référence. En fait, tu te rends compte que les barrières, tu te les mets toi-même. Tu vois, mais ça marchera jamais si je fais ça, etc. Après, il y a un process. Hein. Il y a, avant qu'on bosse un petit peu avec Nike, il s'est passé 2 ans. Tu vois, un calcul, ouais. 2 ans. Donc, c'est 2 ans de nous. En fait, tu crées ta marque à toi et tu la rends sexy. Et les autres, ensuite, veulent travailler avec toi. Tu sais, c'est pas genre, tu crées pas ta marque pour pouvoir travailler avec une autre marque. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Et donc, le but, c'est de créer ta marque pour faire du chiffre et te faire kiffer. Et ensuite, tu fais du co-branding. Tu vois, tu fais tout ça. Nous, le co-branding, on en a fait pas mal. On a fait des trucs pour pas mal de marques en co-branding. Et c'est des choses que les gens n'auraient pas imaginé, tu vois. Quand tu fais une collaboration avec une marque de vêtements pour du muesli, ils disent mais
Mais ils ont fait comment, pourquoi, machin, tu vois. Mais en fait, il faut juste te dire, moi je me dis, j'ai envie de faire ça. Ouais. C'est ça. Moi je le fais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je pense aujourd'hui que tu sais, on parlait de la relation justement que les parents et la vision qu'ils ont nos parents et celle qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, avec l'arrivée d'Internet, ça a ouvert pas mal de possibilités. Aujourd'hui, on a des opportunités qui sont à bout de main, tu vois. C'est-à-dire que il y a même pas 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'était impossible d'imaginer que ce soit pour nos parents, nos grands-parents, de faire de l'argent à partir de chez toi, tu vois. Grave. Pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Grave. Ou même Ouais. de pouvoir développer un business ou une activité à partir de ta passion. Ouais. Eux, la seule chose qu'ils ont connue, c'est tu vas aller au charbon. tu charbonnes, tu rentres chez toi, tu Ouais. dors, c'est fini. Ouais, tu vois. Et c'est aussi ça qu'on essaie, je pense, aussi de véhiculer avec Cyriac et Views et Mézières, c'est qu'on en a la possibilité aujourd'hui, tu vois. C'est Et ça. des personnes comme toi, elles montrent aussi que c'est possible, tu vois. C'est possible. Bah c'est pour ça qu'on a décidé de se mettre en avant. C'est pour montrer que voilà, les entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est pas ceux d'il y a 5-6 ans. Ce n'est pas que ceux d'il y a 5 ans. C'est tout le monde peut entreprendre. Ouais. Tout le monde peut créer quelque chose, peut créer de la valeur et peut créer de l'emploi. Tu vois, Surtout. t'es pas obligé d'être... en fait, n'importe qui aujourd'hui, s'il a la bonne idée et la bonne exécution, il fait bien les choses, etc., peut créer de l'emploi. Et nous on s'est dit, bah, pourquoi faut toujours aller travailler pour quelqu'un? Ouais. Toi, nous, aujourd'hui, on est 14, voilà. Et enfin, c'est une petite équipe quand même, Bah hein. oui. Mais voilà, c'est pas que pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Et donc, il faut juste se donner les moyens. Il Ouais. faut que tu travailles comme un ouf. C'est sûr. Il faut que si t'es un habitué des soirées machin, après c'est fini. Sauf si tu montes un truc dans le monde des soirées. Ouais, Parce c'est que, ça. mine de rien, si vous regardez bien, tous les mecs qui font des soirées, dès que tu fais un truc, tu dois créer une société pour ça et qu'il y a de l'argent qui rentre, peu importe qui t'es un entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? Et tous ceux que tu vois, même près de chez moi, il y a un mec qui a ouvert un sorte de truc où ils vendent du poulet et tout. Machin. Le mec, il est tout jeune. Le mec, je crois qu'il a genre 22 ans. Il est là tous les jours. Entrepreneur. Et le mec, il dit que lui, avant la fin 2020, il va en avoir 5. Bah oui. Il a raison. Il a totalement raison. Parce que. Là, c'est ça, il a fait avec la banque, il a pris un tout petit local pour prouver à son banquier, son banquier, à mon avis, il a dû chipoter au début, parce qu'il a vu que c'était un rebeu. Et tout. Il prouve à son banquier que son truc, il est beaucoup trop petit pour il y a la queue dans son truc, tu vois. Ah Et ouais. voilà. Donc là, il dit, bah là, je vais en ouvrir 2. Il est parti voir son banquier. Son banquier, il a dit, mais ça cartonne, c'est quoi ces chiffres? Ouais. Alors que ton truc, c'est les toilettes, C'est c'est son truc, tu vois. Mais il y a la queue, parce que son truc, il est pas cher, il y a du monde, tu vois. Et tout le monde... Ça, c'est un entrepreneur aussi. Bah oui. Il a compris qu'il faut commencer petit, des fois. Petit, bah oui. Commencer petit. Si t'as pas d'argent, tu commences petit. Faut pas avoir des gros yeux dès le départ. C'est ça. Ouais. Ta vision, elle est très grande. Elle est très grande. Tu commences petit. Tu commences avec ce que tu peux. Tu vois. Ça, c'est sûr. Ah, en tout cas, c'est franchement le message que tu transmets, c'est bien. Et j'aimerais vraiment que vous reteniez ça. Vivez de votre passion. Si tu fais ce que t'aimes, t'as jamais travaillé un jour dans ta vie. C'était tous les jours, c'est un plaisir. C'est Et on a la personnification là de ça. Franchement, moi, je suis fier de vous. Je Merci. suis à fond derrière vous. Merci. Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est Ouais, les gens voient souvent le résultat final, ouais. Il faut pas le. mais ils négligent le temps de travail. Ouais, Parce que être entrepreneur, c'est genre, tu rentres chez toi, après ta journée de travail, si tu as un restaurant ou un job, tu travailles encore. Bah oui. C'est ça. Tu travailles encore. Mais non, parce C'est que... pas terminé, mais Ouais, c'est ça. exactement ça. On était en train de parler à 1h du matin. Ouais, voilà. tu travailles encore, mais il faut... Si les gens ont peur de ça, Faut pas toi. il faut pas se lancer. Si tu as peur du travail, de la charge de travail, et si t'aimes pas ce que tu fais, en fait si tu crées un business juste parce qu'il y a une opportunité, et pas parce que tu trouves qu'il y a vraiment un truc à changer, Ouais, un truc à apporter, résoudre, ouais. à la première difficulté, allez hop, je me Voilà. barre, ça me saoule en fait. Au final, c'est comme si tu vas même pas y prendre de plaisir. En fait. Bah oui, Ouais, c'est ça ça. redevient un deuxième C'est taf. ça, en fait. c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, ouais, c'est pas.
C'est ça. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui se sont lancés parce qu'ils ont vu, clairement, on est passé sur. Comment ça s'appelle? Non, pas Click. C'était il y a longtemps sur Startup Begins. Ouais. Un truc on avait fait 1 million de vues et tout, machin. Donc on parlait de nous. Et en fait, il y en a plein qui se sont dit ouais, merci, moi je vais me lancer. Et à chaque fois, ils nous parlaient en privé. Et moi, je disais qu'est-ce que tu veux faire? Ok, c'est cool. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Ouais. Pourquoi tu veux le faire? Ouais. Et après, le mec, il me disait parce que je vois, il y a des gens qui se lancent dedans, donc c'est un marché. Il me dit franchement, si tu te lances parce qu'il y a un marché, et que t'es pas prêt et que ta vision c'est pas de le revendre rapidement, te lance pas. Parce que le mec il va s'embourber dans un truc et se dire que finalement déjà, il y a des gens qui lancent même pas, ils sont juste en train de réfléchir au truc, finalement ils se rendent compte que c'est compliqué et après ils abandonnent, tu vois. Faut vraiment avoir la dalle, tu vois. Bah ouais. Pour te lancer sans argent surtout, tu vois. Ouais, j'allais rebondir du coup ce que tu disais aussi sur le degré d'exigence, on parlait en off, le degré d'exigence de nos parents. Est-ce que tu penses que ça peut jouer aussi sur certaines personnes, surtout dans la communauté africaine, tu vois? Parce que vu qu'on sort des communautés un peu défavorisées, dès que tu arrives déjà à la fac, on dit bon, il faut aller trouver un taf, et aussi, ouais, est-ce qu'il n'y a pas aussi il n'y a pas plus de retard que les autres? Dans le sens où je pense que, je sais pas si tu as été dans mon cas, mais voilà, quand t'es avec le daron à la maison, des fois, la facture, elle passe pas. Mon fils. Mais bon, après, c'est une fierté, tu vois, les parents, et tu es capable de les aider. Mais comment tu fais pour surmonter ça? Moi, alors, par rapport à mon analyse de ce truc-là, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'était que il y a différents types de familles. On va commencer par les familles dont les parents sont arrivés en France, parce que nous on est la première génération, on est la deuxième génération, on est la première génération à être née en France. Donc nos parents ils sont arrivés quand ils étaient jeunes. Moi ma mère elle est arrivée à avoir 22 ans en France, donc elle est arrivée super jeune avec mon père. Et mon père, mes parents sont divorcés depuis que je suis petit et tout, mais mon père il était dans un niveau d'exigence quand même. Il a toujours été premier. Et justement avec mes grands frères et grandes sœurs, c'était exigence. Ma mère aussi, voilà, il faut que tu travailles bien, etc. Mais je sais que l'entrepreneuriat, c'était pas forcément un truc, un truc qui était acquis. Tu vois. Ensuite, t'as... J'ai appelé ça le syndrome du costume. Ouais. Genre, tu fais ce que tu veux, mais je veux te voir en costume. Tu peux être un chauffeur Uber. Tu seras un costume. Et en fait, il y a des familles, justement, avec les enfants d'immigrés, etc. Ça va dépendre de là où tu vas habiter aussi, tu vois, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Quand tu vas habiter dans certaines parties de Paris ou de banlieue, qu'est-ce que tu vois autour de toi quand tu es jeune, tu vois. Et donc, tes parents, si tu habites dans ce quartier-là, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu n'ailles pas faire de la moto en bas le dimanche. Tu vois. Fais pas la moto en bas le dimanche, essaye d'aller à l'école, va à l'école. Les notes, si tu as des mauvaises notes, machin, mais va à l'école. Donc sèche pas les cours, finis l'école. Et au moins ton bac, tu vois. Donc il y a des familles où ils disent au moins ton bac. Il y a d'autres familles qui vont dire mais le bac c'est rien. Faut que tu l'aies, donc c'est même pas négociable. Mais il faut que tu sois premier. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà là tu as une différence entre ceux qui vont dire va au moins jusqu'au bac. Donc ça veut dire que déjà c'est super limité, tu vois. Il faut que tu ailles jusqu'au bac. Je parle même pas de... Il y en a qui vont dire va jusqu'au bac, pas forcément un bac général, bac pro, tout ce que tu veux, mais va jusqu'au bac. Ensuite, tu as ceux qui disent va essayer de faire un bac général. Après, tu as ceux qui vont dire fais bac S. Et après, tu as ceux qui disent fais bac S, mais sois premier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de familles qui vont être dans il faut que tu aies ton bac. Après, moi j'allais rajouter justement ça, parce que
j'ai parlé à un pote à moi, un peu, il est asiate. Il a dit, bah, dans sa famille, et tout, bah, vu qu'il était entouré de ses potes et tout, bah, il va chez un tel, il entend, ouais, fais ton bac, fais ceci. Et bah, du coup, bah, ce moment-là arrive, il est avec ses parents et tout. Et ses parents, ils me disent, bon, bah, tu veux faire quoi et tout. C'est bon, bah, je vais commencer à aller jusqu'au bac, puis on verra et tout. Après, il leur a dit, le tout, c'est pas l'école, qu'est-ce que tu vas faire de ton bac? J'ai trouvé que c'était une question de ouf, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire de ton bac? Ça veut dire, si ton bac laisse à rien, arrête tout de suite, fais autre chose. Tu vois? Ouais. En fait, le bac, je vais dire ça un peu d'une façon bizarre, mais le bac, en fait, il sert à rien dans le sens où le bac, c'est que le début. Tu vois ce que je veux dire? Mais les lycéens, quand on est au lycée et tout, on se prend déjà la tête sur ça. C'est la finalité, frère. En fait, c'est ça. On se prend la tête sur ça parce que, en fait, c'est la façon dont l'éducation a été inculquée. C'est passe ton bac, va jusqu'au bac déjà. Machin. Mais le bac, quand tu as eu ton bac et que tu fais et que tu vas au supérieur après, tu vois que le bac, tu venais de mettre. C'est juste le début. C'est le début des emmerdes. Parce que les vraies emmerdes, c'est il faut que tu passes en L1, L2, L3, M1, Master 2. Il faut que tu trouves tes stages. Après, il faut que tu trouves un taf. Tu vois ce que je veux dire? Le bac, t'es un bébé. Le bac, c'est la base. Le bac, c'est la base. Tu viens d'apprendre à marcher. Grave, tu viens d'apprendre à marcher. Tu vois. Mais comme t'es un lycéen, machin, tu te prends la tête comme un ouf et tout. Le bac, c'est pas forcément facile. Hein. Mais pour moi, c'était les trucs les plus durs. C'était le bac, tu vois, parce qu'ils te font faire des trucs de ouf. Mais c'est juste le début. La vie, elle est tellement plus compliquée que le bac. Ça, c'est sûr. Et par rapport aux parents, justement, il y en a beaucoup. C'est voilà, au moins, il a le bac. Aujourd'hui, le bac, il veut plus rien dire. Mais oui, au moins, il a le bac. Ça y est. Après, il fait ce qu'il veut. Alors que quand il a son bac, c'est là où il faut justement être derrière. En fait, parce qu'au moins il a le bac, c'est là où maintenant il a le choix. Il peut dire, voyez, je fais ça, après je vais arrêter, je vais trouver un taf et tout, machin. Et c'est là, en fait, je me rends compte que ceux qui vont arriver après toi, là je parle vraiment dans le monde du travail. Si t'as le bac et tu vas prendre un taf directement, tu dis, vas-y, moi j'ai trouvé un taf, je suis bien, pépère, je fais de la mamute là, je fais ça là, machin. Les gens qui vont arriver après toi, qui ont eu le bac plus 2, plus 3, machin, ou alors qui ont eu le BTS, donc bac plus 2, et en un an, ils ont déjà un salaire plus haut que le tien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, ils pensent pas, ils pensent juste à j'en ai marre de l'école. J'aime pas l'école, j'aime pas être assis, machin. Le mec, il s'est assis 2 ans de plus que toi sur une chaise, il gagne 2 fois plus que toi en moins d'un an après. Bah oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, et c'est ça. Et en fait, pour moi, il y a forcément. Je pense qu'on est. Je pense qu'il y a de la. Encore une fois, c'est des barrières mentales que les parents se mettent parce que eux, du coup, ils ont débarqué, enfin donc ils sont arrivés, donc eux déjà ils ont dû se battre comme des oufs pour pouvoir être considérés comme employables. Franchement, les parents, c'est les premiers entrepreneurs. Ah, c'est les premiers. C'est les premiers. Eux, ils sont allés chercher. Nous, même dans notre on a beau dire ce qu'on veut, même si on habite, on a une mère célibataire à la maison, on vit en HLM et tout, et on est des privilégiés de ouf d'être en France, on est des privilégiés. Franchement, c'est non, ils savent pas parce que en fait, quand on est ici, on pense que tout nous est dû. Mais tu nais dans un autre pays, tu voyages seulement. Tu vois juste les States. Tu vois qu'il faut payer pour tout, frère. Pour tout, il faut payer pour tout. Donc il y a des parents, je veux dire les parents qui ont de l'argent, ceux dont les parents ont de l'argent, pardon, donc qui sont en mode qui ont fait des grandes études, qui ont eu un bon job, eux, ils vont attendre de leurs enfants que le minimum soit ce que leurs parents, ce que eux ont réussi à faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est à peu près ça. Ils attendent pas moins de ce qu'ils ont réussi à faire de leurs enfants. Donc ceux qui ont, donc les enfants eux-mêmes, ils vont dire le bac, il faut que j'ai au moins un bac, il faut que j'ai au moins 18, ou alors que j'ai au moins un bac S. Il faut que j'aille au moins en école. Après, ils ont les facilités pour aller à l'école. Mais je connais des gens dont les parents sont riches, ils ont fait de la merde quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme les parents étaient derrière, ils ont pu les placer après ailleurs. On n'a pas tous cette chance. Donc,
si tu peux travailler et avoir des bonnes notes, tu rattraperas ton déficit. Ton déficit qui est que tes parents, ils vont pas te pousser à entreprendre, vont pas te pousser à être forcément le meilleur des meilleurs. Toujours, tu vois. Ils vont juste te dire, et ton bac, va à l'école, reste pas le dimanche en bas, ou alors tu restes un peu avec tes potes parce que voilà. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc il y a deux façons de penser. Il y a tu peux rester en bas, mais il faut que tu sois le premier de ta classe, ou il fait juste pas trop de conneries. Tu vois. Et je pense qu'il y en a beaucoup. C'est plus le côté, va à l'école, fais ce que tu peux. Si tu peux déjà en arriver en France, déjà t'es né en France, machin. On a réussi quelque chose parce que les parents, ils ont réussi un truc de ouf, un tour de force de ouf d'arriver en France, d'arriver à se faire accepter, d'arriver à avoir des enfants, d'arriver à en vivre, même si c'est dur à la fin du mois, des fois t'es à découvert de ouf. Et d'arriver à faire en sorte que leurs enfants, parce que être parent c'est un job de ouf, arriver à faire en sorte qu'aucun de leurs enfants soit mort. Tu parles pas en plus, surtout dans les zones où c'est chaud un peu. Déjà arriver à faire en sorte qu'aucun de leurs enfants aille en prison. Dans certains moments, pas de casier judiciaire, jusqu'à tes 20 ans, c'est pas les mauvaises. Déjà ça, c'est une réussite, tu vois. Mais il faut pas s'arrêter là, il faut pas s'arrêter à juste tu vas pas faire des conneries et tout. Et justement, comme après l'entourage joue beaucoup sur on est en bas, c'est pas pour nous, tu vois, c'est pas pour nous, on est là. Mais même les mecs, même si je dis qu'on est en bas, les mecs qui disent du shit, c'est des entrepreneurs. Mais faut pas se mentir. C'est juste du mauvais côté. Ça, il y a des livres qui existent sur monter sa start-up comme un dealer de drogue. C'est les dealers, c'est des meilleurs. Moi, j'avais des calculs mentaux, mec. J'avais regardé des documentaires sur Killer Mike. Sur Killer Mike, bien sûr. Killer Mike, lui, il a fait son truc à partir de ce qu'il a pris dans la rue. Il a copié 50 Cent, pareil, les 48 lois du pouvoir, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. C'est en fait, il faut savoir prendre ton truc qui est dans un truc illégal et aller le transposer dans le légal, parce que les mecs qui vendent, personne ne doit faire ça, je ne cautionne pas, mais les mecs qui font ça, en calcul mental, les mecs c'est des bêtes, tu vois. Mais quand tu les mets devant une feuille, quand tu les mets devant une feuille, pour ça ils vont dire ça me saoule, tu vois. Et mais quand tu le mets sur un vrai calcul, sur le grammage, plus machin, plus le prix, l'équation, le mec, ça prend même pas une minute, tu vois. Il a fini son truc qui est archi compliqué, il a fini ça derrière, tout ce que je veux dire. Donc il y a juste transposer ce savoir, cette passion de faire de la thune sur un truc qui est légal. Surtout que c'est les meilleurs, pourquoi ? Parce que l'environnement dans lequel ils entreprennent, il n'est pas favorable. Il est hostile. C'est-à-dire qu'il y a tout contre, il y a tout contre. Comment tu fais pour rester serein dans un truc comme ça, tu vois ? Franchement, faut être... Mais ça veut dire que justement, si tu es capable de pouvoir évoluer dans un environnement comme ça, tu peux évoluer partout. Si tu crées ta boîte, je sais pas, ça va devenir une fusée, tu vois. Grave. Donc force à un méga de cité. Écoutez ce message, s'il vous plaît. Force à méga de cité. Il y a un truc dans l'entrepreneuriat, il faut juste prendre le bon, le légal. Ouais. Donc voilà. Il y a même un mec qui s'appelle Gary V, je sais pas si vous le connaissez. Gary V. Je vois ses vidéos. Tu vois ses vidéos. Le mec il a fait une collaboration avec une marque de basket là. Avec qui est suisse. Qui est suisse. Et le mec il va les vendre lui-même. Et puis le mec il dit, c'est la mentalité de la street où tu vas vendre tout toi-même devant un magasin et tout machin. Lui c'est ce qui le drive, c'est ce qui le rend, c'est ce qui le fait vibrer, tu vois. Donc voilà. Si lui il prend les codes de la street, ça veut dire que c'est des codes qui marchent. Il n'y a que ça de vrai. C'était un plaisir, Dicom, de t'avoir dans l'émission. Franchement, le message que tu as transmis aujourd'hui, j'espère que ça touchera un maximum de personnes. Toi, surtout toi là. Voilà. Là tu regardes ça sur plusieurs écrans là, regarde bien la vidéo. Donc franchement, merci pour toutes les billes que tu nous as données aujourd'hui. Et franchement, juste te remercie. Litivi te remercie. Avec plaisir, les gars. Et on reste ensemble en tout cas pour d'autres collaborations. Merci en tout cas. Et vive Dear Mousli. Commandez Dearmousli.com. Commandez Dearmousli.com. DM+, nouveau module en ça s'affichera ici là. Voilà. Je sais pas comment je vais faire au montage. Oula, je sais pas. Mais ça s'affichera. Ça sera quelque part en tout cas. En tout cas, merci à vous. Ciao. Et à la toute pour un nouveau concept. Donc voilà. En tout cas, merci Dicom. C'est vraiment cool. Toutes les billes qu'on a données. Ça, tu fais une interview.
quand même t'apprends. Grave. C'était là comme un élève et tout, je dis, elle a fait ça. Hey. Hey. Laisse-moi juste une chance pour prouver que mon amour peut te sauver. Tu te salis pour lever. Tu te remousses sur une barre et tous les hommes dans ce bar à peur sortent encore comme un trophée. Tristesse sur ton visage, je vois quand tu côtoies plus âgés qui veulent te sauter. Mais dis-moi, aimerais-tu pas une vie plus vraie? Je te propose d'être une reine à mes côtés. Tu te fais payer juste pour que tu bouges ton corps. Tu donnes du caviar à monsieur le porc. Mon cœur est plus froid qu'en hiver dehors. Mais pour toi je sens que je peux inverser le décor. J'ai des surnoms pour toi genre ma baby mama. Plus personne te demandera comment t'es Yamas. Je te regarde et je consomme mon tabac. En même temps j'imagine tes mains qui me massent. Slow down, tu danses pas aussi bien que le frère Salmassou. Mais ne t'inquiète pas, tu peux continuer, pour toi j'ai les sous. C'est Roulio et sa gogo danseuse, si elle veut.